woke up this morning, turn on the TV. Everybody's fighting just to prove what they believe, baby. If you got an opinion, better keep it to yourself. Cause somebody gonna say you're wrong, somebody gonna get offended. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Club Cycliste avec ce soir notre consultant vedette, l'un des consultants vedettes, Benoît Jarier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle saison du Club Cycliste. Ex-coureur professionnel pendant une dizaine d'années au sein de la formation d'Emmanuel Hubert, Arkea Samsic. Et puis on va rejoindre sans plus attendre notre invité en visioconférence, Romain Grégoire, qui est avec nous. Merci d'être avec nous. Bonsoir, comment ça va Romain ? Bonsoir, merci, ça va bien. Félicitations, tu viens d'être sacré champion d'Europe dans la catégorie junior. Tu es sur un petit nuage là, j'imagine. Ouais, un petit nuage. J'en ai bien profité les 2 jours après. Et puis là, je suis en stage en Maurienne avec l'équipe de France pour préparer le mondial. Donc ça redescend tout doucement. L'euphorie qui doit redescendre, c'est vrai, avec ce stage avec l'équipe de France. On va regarder tout de suite le programme, ce qu'il vous attend dans ce numéro du Club Cycliste, avec donc, dans un instant, l'interview de Romain Grégoire, le champion de France junior et désormais le champion d'Europe junior, les dossards de la semaine. Et puis, on débriefera évidemment les championnats d'Europe élite remportés par Sonny Colbrelli. Un petit quiz. Avant de démarrer cette interview, une petite question. Un match entre Benoît Jarier et Romain Grégoire. Messieurs, le plus rapide à donner la bonne réponse remporte 1 point. Avant Romain Grégoire, qui était le dernier Français champion d'Europe junior ? Nicolas Mal. Nicolas Mal. Bonne réponse. Bonne réponse pour Romain Grégoire. La réponse en image. Je crois qu'on a l'image en régie, si vous voulez la mettre. Nicolas Mal en 2016. C'était devant Émilien Janière, son coéquipier. Et puis, on regarde à droite. Je crois que c'est une tête bien connue, Benoît. Oui. Tadej Pogačar, qui n'a pas beaucoup changé d'ailleurs. Tadej Pogačar qui faisait 3e, c'est dire la prestation de Nicolas Mal en 2007. Bien vu, Romain, bravo, tu marques 1 point et c'est désormais l'heure de l'interview justement avec Romain Grégoire. Non, il n'y a pas de jingle. Bon, c'est pas grave, pas de jingle. On va démarrer tout de suite cette interview avec toi, Romain, qui vient de remporter donc, et on va voir les images de cette belle victoire au championnat d'Europe en Italie à Trente. C'était l'objectif de l'année, Romain. C'était la victoire ou rien, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Dès que les parcours étaient sortis au début de saison, j'avais vraiment vu que le circuit était taillé pour moi, donc j'en ai fait mon gros objectif de la saison. J'étais déjà allé le reconnaître au mois de juin et ouais, j'ai tout fait pour arriver au top de ma forme ce vendredi et je crois que j'ai réussi. Donc c'est vraiment une grande satisfaction. Tu as fait l'effort dans la dernière bosse, hein, c'est ça ? Tu as senti que c'était le bon moment ? Ouais, on a eu une course assez bridée. Pendant 7 tours sur 8, il n'y a aucun coup qui s'est développé. Ça montait vraiment un gros rythme dans le peloton et élimination par l'arrière. Et avec de l'équipe de France, on savait qu'on ne pouvait pas se permettre d'attendre le sprint massif. Et ouais, à 1 kilomètre du sommet, j'ai mis tout ce que j'avais. On a pu sortir à 3 et c'est comme ça que ça s'est fait. Vous étiez 2 contre 1 dans le final, du coup, avec Lenny Martinez, ton coéquipier de l'équipe de France. Vous en avez profité, ça, du surnombre ? On en a profité, oui et non, parce que je pense qu'on était un peu tous les deux à bout de course. Après, ça nous a permis d'être bien placés pour le sprint. C'était le Norvégien qui était, je pense, plus confiant que nous. Il était sûr de sa pointe de vitesse, alors que nous, on n'est normalement pas très rapide au sprint. Et puis finalement, j'ai réussi à lui prendre l'intérieur dans le dernier virage et lancer mon sprint correctement. C'est ça qui a fait la différence. Après, c'était un peu court pour profiter du surnombre. Le final était vraiment rapide et ça aurait été compliqué de lâcher le Norvégien, donc il fallait mieux attendre le sprint. Benoît, un titre de champion du monde, même chez les juniors, ça marque une carrière, même si Romain Grégoire, et on lui souhaite, fera une carrière chez les pros. Oui, bien sûr que déjà champion de France, champion d'Europe, ça parle déjà bien. Ça classe un bonhomme. Et le championnat du monde, le titre de champion du monde, c'est sûr que ça, de toute façon, ça suit toute une carrière. Je me rappelle, moi,
mon ancien coéquipier Arnaud Gérard, il avait été champion du monde junior et on lui en parlait encore chez les professionnels lors des présentations et tout ça. Donc oui, ça reste quelque chose de grand. Alors champion du monde, mais là c'était le championnat d'Europe, évidemment. D'ailleurs, le championnat du monde qui arrive dans les prochains jours. Romain, ça sera un objectif, évidemment? Ouais, ça serait un objectif. Forcément, on va pas sur un championnat du monde à moitié. Après, c'est un circuit différent. Ça sera plutôt urbain, plutôt assez plat. Donc, j'aurai peut-être un rôle différent. On aura des belles cartes à jouer en équipe de France. Donc, ouais, ça sera différent. J'aborde différemment ce championnat du monde. Tu auras la pancarte, là, une bonne et grosse pancarte, par contre. Ouais, cette fois, je pense que je serai assez surveillé. Après, j'ai appris à le faire en France cette année. J'arrive à m'en détacher à peu près. Donc, je ne vais pas y aller battu non plus. C'est bien le maillot de champion du monde, mais le maillot arc-en-ciel, c'est encore un peu mieux, non? Ouais, j'y pense, c'est sûr. C'est le maillot ultime, je pense, qu'on peut atteindre en junior. Donc, forcément, on y pense. On va voir ton CV, Romain, tes résultats cette saison. La saison était déjà très bonne. Elle devient incroyable avec ce titre de champion d'Europe, là. Ouais, c'est clair que là, je ne m'attendais pas à une saison comme ça. Je suis vraiment content. Je me disais qu'il me manquait un titre international pour que ça soit parfait. Et là, je suis allé le chercher sur les Europes. Donc là, c'est clair que ma saison est plus que réussie. Formé à l'AC Byzantine, une véritable pépinière de talent, avec notamment d'avoir déniché Thibaut Pinot ou encore Eddie Dunbar, il me semble. Et tu évolues aussi au sein de la formation U19 d'AG2R Citroën. Sans vouloir m'emballer, Romain, je ne dis pas de bêtises si je dis que tu passeras professionnel chez AG2R. Si, vous dites une bêtise, désolé. Il n'y Ah. a rien qui a été annoncé pour l'instant et il n'y a rien qui sera annoncé pour l'instant. Je suis encore dans ma saison junior et je profite de ma saison junior pour l'instant. Tu fais bien de le préciser, tu fais bien de profiter de ces années juniors et puis par la suite envisager cette carrière professionnelle. Tu te vois déjà passer professionnel, tu as déjà une année qui te semble le bon moment pour passer cet échelon chez les pros? Non, pas vraiment. Pour l'instant, je laisse un peu faire les années. Je sais que on a beau gagner chez les juniors, le grand professionnel, c'est 2 ou 3 crans au-dessus, c'est pas la marche du dessus. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps pour aller performer chez les pros. C'est pas tout d'y être. Il faut aller gagner des courses chez les pros et pour ça, il faut peut-être prendre le temps de faire les choses correctement. Benoît, c'est toujours délicat, ça c'est vrai quand on est jeune, quand on performe à ce niveau-là, à 18 ans, le passage chez les professionnels. Certains le font, je pense à la même catégorie d'âge, Sianush de Brooks, le Belge qui a déjà signé dès l'année prochaine pour la Bora Hansgrohe en World Tour. Bon, c'est pas parce qu'il le fait qu'il faut le faire, mais à ton avis, il faut plutôt signer tout de suite un coureur comme ça ou il faut attendre encore un ou 2 ans? Moi, je dirais que l'idéal, ce serait de faire au moins 1 an, voire 2 ans chez les espoirs. Mais on a vu que c'est vrai que ces dernières années, les équipes World Tour ou autres n'hésitaient pas à aller chercher dès les juniors, faire signer les jeunes. Mais bon, je pense que l'idéal, c'est d'aller faire 1 an ou 2 ans chez les espoirs, prendre un peu de caisse et puis faire ses classes. Et après, la carrière est encore longue, donc il faut aussi faire ses classes. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Romain, pour la suite? D'abord, une belle fin de saison. Prendre un maximum d'expérience, même après le championnat du monde, il y a Paris-Roubaix, qui ça va être une belle découverte pour moi. Donc, Tout à fait. vraiment profiter de ces courses et après, on verra pour la suite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Romain. Dernière petite chose, la petite question pour voir si tu remportes ce quiz. Tu mènes 1-0 devant Benoît Jarier. Deuxième et dernière question. Vous devez deviner qui est ce coureur, messieurs, qui se cache derrière la photo. Vous allez l'apercevoir dans un instant. Voilà, avec ce coureur de la BNB Hotel. Qui est derrière ce smiley cowboy. Champion d'Europe junior en 2013. Bon amour. Bon amour, bonne réponse.
Franck Bonamour, bonne réponse de Benoît Jarier en 2013 devant son compatriote Elie Gesbert. Bonne réponse, égalisation de 1 partout, score parfaitement égal. Merci beaucoup Romain Grégoire d'avoir été avec nous et on te souhaite le meilleur pour la fin de ta saison et la suite de ta carrière. Merci d'avoir été avec nous et à très vite, bien sûr. On poursuit évidemment nous cette émission avec les dossards de la semaine tout de suite. Les dossards de la semaine, le coureur ou le dossard à qui on a retenu l'attention cette semaine. Benoît, ton dossard de la semaine, c'est le 12. Benoît Cosnefroy. Pour ses championnats d'Europe où il a quand même été remarquable. Et puis c'est aussi la succession avec sa victoire à la Bretagne Classique, avec le Tour du Jura, et puis les championnats d'Europe où il fait quand même quelque chose de grand et il n'est pas si loin du compte pour jouer la gagne, quoi. C'est fort ce qu'il fait au championnat d'Europe de tenir la dragée haute à Remco Evenepoel et puis à Sonny Colbrelli. Quand il y a 3 qui peuvent le faire, ça veut dire la forme de Benoît Cosnefroy. Ouais, non, complètement. C'est pour ça que je l'ai mis en dossard de la semaine, parce qu'il a vraiment fait quelque chose de gros sur les championnats d'Europe. C'est vraiment quelque chose... voilà, il était dans les meilleurs de la course et il montre vraiment que la forme est vraiment ascendante pour la fin de saison. C'est un coureur qui aime bien les courses d'un jour. Tu l'as côtoyé chez les professionnels. C'est quelqu'un qui a toujours été impressionnant, surtout dans le final des courses. Ouais, c'est un lâche-rien, on va dire. Il est hargneux et puis c'est vrai que quand il est en forme, il est difficilement lâchable. Et là, c'est les courses d'un jour. Ouais, je pense que c'est vraiment ce qui lui correspond le mieux, plus que sur des grands tours, par exemple. Et je pense qu'il faut qu'il reste vraiment focus sur des courses d'un jour. Benoît Cosnefroy d'AG2R Citroën Team. Voilà pour le dossard de la semaine de Benoît Jarier. On va regarder la sélection, notre petite sélection des Français de la semaine, les Bleus de la semaine, avec donc Benoît Cosnefroy. Évidemment, on va également souligner la très belle prestation de Romain Bardet, qui termine 12e de ces championnats d'Europe. Julien Alaphilippe, 3e du Tour de Grande-Bretagne, derrière Wout van Aert et Ethan Hayter. Et puis enfin Hugo Hofstetter, 4e du Grand Prix Fourmi, remporté par Elia Viviani. C'est l'heure de débriefer, de faire le grand débrief du championnat d'Europe. C'est parti. Le grand débrief des championnats d'Europe qu'on a un petit peu introduit avec ce dossard de la semaine décerné à Benoît Cosnefroy. Benoît, qu'est-ce que tu retiens de cette course, de ce championnat d'Europe, toi ? Je retiens déjà une belle course, du mouvement de bonheur, des échappées avec déjà de beaux noms sortis de bonheur. Et puis après, je retiens l'équipe de France qui a vraiment pesé sur la course. Ils étaient vraiment en osmose tous ensemble. Ils ont vraiment créé quelque chose de beau, quoi. On a vraiment vu la solidarité dans le groupe et ils avaient... certainement 2 leaders, en l'occurrence Bardet et Cosnefroy, désignés au départ. Et on a bien vu que ça tournait autour d'eux, que les autres coureurs étaient là pour fatiguer les autres équipes et ils ne sont pas passés loin du compte. Sur leur course, ils n'ont rien à se reprocher. Ils ont dynamité la course dès le début. Alors c'est très tactique ça, hein. On prend la décision avec Thomas Vauclair, le sélectionneur, dès le départ de faire ce genre de coup, puisqu'il y avait quand même c'est une équipe quand même qui était attendue, pas favorite peut-être, mais qui était attendue. De partir comme ça dès le début avec 3 voire 4 coureurs dans l'échappée, c'était opportuniste, c'était un coup tenté, quoi. Ouais, complètement, mais on peut voir qu'à la fin, ils sont pas si loin quand même. Donc, non, après, c'est vrai que ça devient tactique. Et bon, là-dessus, on peut faire confiance à Thomas Vauclair, qui était, lui, en tant que coureur, un grand tacticien et très filou. Donc, non, je pense qu'ils avaient un plan d'attaque vraiment établi au millimètre. Et je pense que chacun a tenu son rôle. Et moi, j'ai trouvé vraiment une équipe de France, vraiment une belle équipe de France. On va voir justement le classement de ce championnat d'Europe, remporté donc par l'Italien Sonny Colbrelli au sprint.
devant Remco Evenepoel, le Belge de la Deceuninck Quick-Step, troisième à un peu plus d'une minute, 1 minute 30 exactement, le Français Benoît Cosnefroy, quatrième Matteo Trentin, cinquième Tadej Pogačar, le vainqueur du Tour, Marc Hirschi, le Suisse, se classe sixième. Et puis derrière, vous voyez avec Marcus Holgaard, 7e, Ben Hermans, 8e, Pavel Sivakov du team Ineos, 9e, et puis Victor Kampenaerts qui a roulé toute la journée, 10e de ce championnat d'Europe. Justement, Sonny Colbrelli, Benoît, est-ce qu'on peut dire que c'est une belle victoire pour Sonny Colbrelli? Oui, bien sûr, c'est un titre de champion d'Europe. Les vainqueurs ont toujours raison. Et, donc oui, c'est une belle victoire. Après, la manière est peut-être pas des plus belles, mais oui, c'est une belle victoire. Ça reste un titre européen. On va voir justement la photo. Hein. N'hésitez pas en régie à mettre les photos qu'on a préparées avec Sonny Colbrelli qui lève les bras et le dépit derrière de Remco Evenepoel qui manque le titre, le maillot de champion d'Europe. Ça doit être quand même frustrant à la place d'un Remco Evenepoel qui roule, qui est plus fort, à qui on ne prend pas forcément toujours des relais. Ça doit être très frustrant pour un coureur. Ouais, c'est sûr que c'est frustrant parce que je pense que c'est peut-être le plus fort des derniers escapés. Et après, je pense que c'est mon avis, mais je pense qu'il manque un peu d'expérience. Et dans le final, il le paye cash. Il n'y a pas les oreillettes, on n'est pas là pour le guider. Le coureur, il est tout seul et on peut voir que ça change un final de course. Pour moi, Remco Evenepoel, il en fait 10 fois trop. Il sait que Colbrelli va plus vite que lui au sprint, mais il roule. Colbrelli ne veut pas passer, il roule quand même. À un moment donné, même si tu es un surdoué, même si tu es plus fort, mais il faut aussi, voilà, je pense que jouer un peu plus tactique. Ils avaient de l'avance. Au pire, il n'y avait que Cosnefroy qui rentrait. Et pourquoi rouler si fort sans demander de relais? Ils ont demandé des relais à Colbrelli, mais il ne passait pas. Il fallait jouer aussi avec les nerfs de Colbrelli. Et je pense qu'il paye l'inexpérience encore dans des finales un peu tactiques. On va regarder ce qu'a déclaré justement Remco Evenepoel, le Belge, à Direct Vélo. Je ne peux rien lui reprocher. Il était très fort. Nous étions peut-être les plus costauds de la course. En parlant de Sonny Colbrelli, il mérite son titre. Il était un des grands favoris. Il n'avait qu'une chose à faire, rester dans ma roue. C'était juste un peu mental pour lui en fin de compte. Voilà pour les propos de Remco Evenepoel, qui doit pour toi, Benoît, et je partage aussi ton avis, mieux jouer le coup et être un petit peu plus filou, avec un peu plus d'expérience peut-être pour Remco Evenepoel, qui est encore un jeune coureur. Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement dans les derniers kilomètres? C'est quasiment faire du surplace et pousser Sonny Colbrelli à bout. Voilà, là au sprint, il savait pour moi qu'il était plus ou moins battu, oui. Même si il a une pointe de vitesse. En face, c'est quand même Colbrelli. C'est pas non plus n'importe qui. Et pour moi, complètement, il se relève, il arrête. De toute façon, c'est bête à dire, mais il n'y a que la gagne qui compte. Et il roulait pour la deuxième place là, en faisant ce qu'il faisait. Donc pour moi, ouais, il avait tout intérêt à dire à 4 km, terminé, j'arrête de rouler. Maintenant, si tu veux aller au bout, tu roules. Moi, j'arrête. Ça rentre derrière, c'est pas grave. On a vu justement la réaction fair play de Remco Evenepoel au micro de Direct Vélo. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'avant cette réaction, regardez le petit geste de Remco Evenepoel. Ça, c'est quelques mètres, quelques secondes après avoir franchi la ligne d'arrivée, le petit bras d'honneur, le petit geste d'humeur envers Colbrelli. Ça veut dire qu'il en avait quand même contre Sonny Colbrelli, Benoît. Bien sûr. Comme il l'a dit dans son interview, c'était un jeu mental pour Colbrelli. Colbrelli, il a l'expérience. Il a joué, il a gagné. Et je pense que Evenepoel, ouais, complètement, il s'est laissé berner et il est tombé sur un os. Et puis c'est tout. C'est vrai que le geste, il en avait contre lui à l'arrivée. Après, il a peut-être dit ce qu'il a dit dans l'interview, mais je pense qu'il pense pas réellement ce qu'il a dit dans l'interview et sa pensée, elle est sur le geste. La réelle pensée, elle est sur le geste. C'est pas la première fois que ça lui arrive à Remco Evenepoel. Je crois au Tour de Belgique, il était parti avec deux garçons et les deux garçons ne demandaient jamais de relais. Et Remco, il continuait. Alors certes, c'était bien pour le classement général, mais pour l'étape, il l'avait logiquement perdu. J'ai l'impression que
Remco Evenepoel, de ratonner face à lui, c'est pas une honte finalement, parce que tellement il est supérieur, tellement il est monstrueux, de faire le ratagaz derrière Remco Evenepoel, eh ben ça fait moins polémique que de faire le ratagaz derrière un autre coureur. Ouais, certainement, oui, c'est possible parce que c'est un prodige. Donc, il est tellement fort que, on va dire, certains peuvent pas passer parce qu'ils sont à fond ou autre. Mais après, il y en a beaucoup qui veulent pas rouler, mais qui jouent aussi sur, entre guillemets, son manque d'expérience ou alors je donne, c'est pas grave, ils veulent pas rouler, je vais rouler. De toute façon, je suis fort et j'ai pas besoin d'eux, quoi. Donc après, ils ont tout un. C'est vrai que jouer avec lui, je pense que c'est assez facile. Et puis il y a l'expérience qu'il devra, et on lui souhaite, acquérir au fil de sa carrière. Et puis il y a peut-être aussi une chose qu'il doit améliorer, c'est sa vitesse de pointe au sprint. Ouais, sa vitesse de pointe au sprint, c'est sûr, mais on peut pas être bon excellent, ouais. On va dire partout. Il est bon partout, mais il a peut-être. Non, après, on peut toujours travailler le sprint, mais si il se perfectionne un peu dans le sprint, il va perdre une autre qualité, il va diminuer. Donc, non, je pense qu'il faut travailler ses points forts comme il le fait. Et non, après, le sprint, malheureusement, on a la fibre ou on ne l'a pas. Et bon, il a déjà une belle petite pointe. Après, dans un autre contexte où on aurait mis Colbrelli qui roule autant que Evenepoel dans le final, ça aurait été différent. Peut-être que la donne aurait été différente. Après, si on revoit bien l'arrivée, pour moi, Evenepoel avait encore une chance de gagner. Fallait qu'il lance son sprint 100 mètres avant le virage. Prendre le virage en tête ? Fallait prendre le virage en tête. Pour moi, elle est clairement parce que Colbrelli prend le virage en tête. Il a déjà à la sortie du virage, il a 2 vélos d'avance. Et Evenepoel est déjà décroché en fait, il fallait pour moi prendre ce virage en tête. Colbrelli l'a compris, ça déjà. Il l'a compris. Pourquoi il lance son sprint 50 mètres avant ? C'était juste ça, passer. Parce que la relance, elle emmène à 50 mètres de l'arrivée. Et puis voilà quoi. Donc ouais. Il y a aussi cette analyse-là qu'il aurait peut-être dû faire différemment, mais bon, après avec Dessy, malheureusement... Dessy, on refait le monde. Et il n'y a pas que Remco Evenepoel dans la planète vélo, il n'y a pas que le championnat d'Europe, il y a aussi le Tour de l'actu. Le tour de l'actu avec les autres courses, ce qu'il y a à retenir évidemment de cette semaine dans le club cycliste, on retient évidemment la victoire de Wout van Aert en très bonne condition, le Belge, vainqueur du Tour de Grande-Bretagne devant Ethan Hayter pour Ineos Grenadier, devant Julien Alaphilippe, le Français de la Deceuninck Quick-Step. Mikel Honoré fait 4e, il est très en forme, le Danois de la Deceuninck. Et puis Michael Woods qui termine 5e. 4 victoires d'étape et le général pour Wout van Aert. Benoît, c'est de très bon augure pour les championnats du monde. Ah bah, clairement, ça va être l'os à manger au championnat du monde. Il va falloir... la tête d'affiche, elle est là. Il n'y aura pas 36 personnes pour la Belgique à rouler. Chez lui, et puis sur les pavés, je pense que... C'est vraiment un circuit qui lui convient. Tout est réuni, il a une forme exceptionnelle. C'est taillé pour lui, c'est chez lui. Qui peut le battre ? Voilà. Qui va pouvoir le battre ? Sonny Colbrelli ? Il pourra... Je pense qu'il est au départ. Oui, je pense, mais il pourra jouer du moins avec. Mais le problème, c'est que va falloir... Le Grand Prix Fourmi, évidemment, avec cette classique française remportée par Elia Viviani, le sprinter de la Cofidis, qui est en forme lui aussi depuis quelques semaines maintenant. Il devance Pascal Ackermann, Fernando Gaviria et Hugo Hofstetter, 4e, le Français de l'équipe Israel Startup Nation, qui passera dès la saison prochaine dans la formation d'Emmanuel Hubert, Arkea Samsic. C'est un bon recrutement, ça, Benoît, pour ton ancienne équipe ? Ouais, je pense, parce que je pense qu'Emmanuel Hubert cherche aussi à avoir un deuxième sprinter de renommée sur le deuxième front. Il y aura Nasser sur un front et Hugo sur un autre. Et il cherche à avoir des résultats sur chaque front. Donc oui, c'est un bon recrutement. Hugo Hofstetter, très bon, notamment sur les classiques. Autre actualité, c'est tombé aujourd'hui, ce lundi, avec BNB Hotel qui a annoncé aujourd'hui sa recrue. Elle était très attendue. Victor Koretsky, le VTTiste, qui rejoint donc la formation de Jérôme Pinault, 5e aux Jeux Olympiques de Tokyo, 3e au Championnat du Monde cette année, vainqueur de 2 manches de Coupe du Monde pour le VTTiste français Victor Koretsky. C'est un pari total, ça, Benoît? C'est un bon pari?
Ouais, ça peut être un bon pari. Après, c'est vrai que sur route, il a pas beaucoup couru. Bah, Pas beaucoup de références. Voilà, il n'a pas beaucoup de références, à l'inverse d'un Jean-Christophe Perrault, quand il est passé pro en tant qu'ancien VTTiste, il était déjà excellent chez les amateurs, que lui, on n'a pas trop de références. Donc oui, c'est un pari, c'est osé, mais pourquoi pas. Ça te paraît étonnant qu'une équipe World Tour étrangère ou française n'ait pas voulu ou pas réussi à l'enrôler? Non, non, pas forcément, parce que après, faut oser le pari. Et ce garçon a des qualités, c'est indéniable. Après, est-ce que ses qualités seront bonnes sur la route? Ça va être quelque chose. Faut oser le pari, et voilà, Jérôme Pinault le tente, et je pense que c'est une bonne chose. Ouais. Mais c'est vrai que de plus souvent, on voit les VTTistes comme Mathieu Van Der Poel, comme Tom Pidcock, qui performent et sur VTT et sur route. Ça a dû jouer dans la balance avec Jérôme Pinault. Ça. Ouais, je pense que ça a joué dans la balance, mais à l'inverse, un Pidcock ou un Van Der Poel, ils avaient déjà aussi quelques références sur route chez les jeunes ou en amateur. Un pari. À voir la saison prochaine. Ce sera l'une des attractions du peloton français. Victor Koretsky. Dimanche, un petit pronostic pour dimanche, Benoît, avec les championnats du monde du contre-la-montre qui débutent dès dimanche. Chrono 43 km tout plat. Quel est ton pronostic? Moi, je vais remiser sur Ghana pour être champion du monde. Deuxième des championnats d'Europe derrière Stéphane Koum. Ouais, mais c'est plus long. Il prendrait sa revanche, oui, tout à fait. Et après, un Wout van Aert qui ne sera pas forcément très loin, et un Juan Denis aussi. Filippo Ganna, donc, le pronostic de Benoît Jarier. C'est la fin de cette émission. Merci Benoît. Merci. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Club Cycliste. On remercie encore une fois Romain Grégoire d'avoir été notre invité en début d'émission, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut.